Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 2,5 millions de fonctionnaires seront en grève demain 4 juin, ou du moins doivent être en grève. Je vous donnerai tout à l'heure quelques précisions qui intéressent le public, qui concernent les administrations fermées et diverses perturbations qui pourraient s'en suivre. Au cours de ce journal également, notre station de Grenoble va vous présenter un document relatif à une affaire extravagante, l'enlèvement d'un étudiant vietnamien par un groupe gauchiste qui s'est érigé en tribunal populaire. À ces pollutions diverses, il faut ajouter la pollution des automobiles, notre premier sujet, puisque aussi bien M. Poujade a tenu ce matin une conférence de presse relative à la pollution des automobiles, pollution qui est responsable de 27% de la pollution atmosphérique. Notre camarade Guy Sartoulet, qui a fait une enquête à ce sujet, m'a rapporté un souvenir. Il s'agit d'un mouchoir de papier qui est resté 15 secondes à la sortie du pot d'échappement d'une automobile, et Guy Sartoulet va maintenant nous présenter son document sur cette question. 1,5 million de litres d'oxyde de carbone mêlés à des goudrons sont libérés tous les jours dans Paris. Résultat, maladies des voies respiratoires et bien d'autres encore. Voici ce qui entre et se dépose dans vos poumons. Mais il faut distinguer entre les véhicules à moteur diesel qui émettent des fumées noirâtres, souvent salissantes, qui se voient, et les véhicules à moteur à essence qui, eux, émettent du monoxyde de carbone, qui est un gaz incolore, inodore, et qui est particulièrement nocif. Est-ce que les véhicules automobiles en général sont bien réglés? Il faut estimer qu'environ 45% des véhicules automobiles sont mal réglés et émettent beaucoup trop de gaz nocifs. Alors comment faire? Eh bien, on peut arriver à diminuer le taux de monoxyde de carbone par un réglage approprié du carburateur ou par divers procédés antipolluants. Ça se fait où? Ça se fait soit chez des réparateurs spécialisés, soit nous-mêmes, nous le faisons à l'occasion de campagnes, bénévolement, auprès des automobilistes. Est-ce que vous pouvez pénaliser les gens qui ont un carburateur mal réglé? Oui, bien sûr. Pour le moment, nous ne le faisons pas. Nous nous contentons d'attirer l'attention du public sur ce problème, sur l'intérêt qu'il y a à entretenir convenablement son moteur pour diminuer la pollution. De combien peut-on diminuer cette pollution? Dans des proportions très spectaculaires, nous avons ainsi pu réduire le taux d'oxyde de carbone qui était d'environ 10% pour un véhicule à 1 ou 2%, voyez-vous, par un réglage du carburateur. C'est dans l'intérêt de tous les Parisiens et de tous les Français. Absolument, c'est dans l'intérêt de la santé de tous. L'affaire de l'étudiant vietnamien enlevé à l'université de Grenoble, à l'université Saint-Martin-d'Air. C'est depuis le 28 mai, jour où des coups de feu ont été échangés au restaurant du campus, des coups de feu sur un restaurant de campus, cela n'étonne presque plus aujourd'hui, que la température monte à Grenoble. Des étudiants vietnamiens sont tenus pour responsables par les gauchistes qui ont capturé 3 étudiants vietnamiens hier. Un tribunal populaire d'environ 80 étudiants gauchistes s'est réuni pour les juger. Arrive le parquet, les CRS, on s'enfuit. 2 des 3 Vietnamiens sont en liberté. Le 3e est emmené par les gauchistes. L'étudiant est introuvable malgré les enquêtes commencées et notre camarade de la station de Grenoble, Soïc Lebert, a interrogé un des responsables du mouvement Secours Rouge. Des étudiants présents en ville ont reconnu devant l'ancienne poste des étudiants sud-vietnamiens ou non-étudiants qui avaient participé ou même dirigé l'opération de commando du 28 mai qui avait fait 2 blessés par balle sur le campus de Saint-Martin-d'Air. En revanche, le Secours Rouge, dont les militants étaient présents sur le domaine universitaire, aussitôt que ces étudiants sud-vietnamiens ont été conduits là-bas, a accepté, dans le cadre de la commission d'enquête qu'il vient d'instituer, de les entendre et de les interroger. Cet interrogatoire s'est poursuivi jusqu'à 20 heures devant au moins une centaine d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs du domaine universitaire. En effet, le Secours Rouge a décidé de mettre en place cette commission d'enquête parce que les lenteurs de la justice dans certains cas et ses rapidités dans d'autres cas ne peuvent plus continuer.
Bien. Est-ce que vous avez l'intention de vous substituer à la justice de ce pays pour le cas de ce Sud-Vietnamien que vous avez gardé puisque vous en avez relâché un? Bien. Alors effectivement, pour ce qui est de l'instruction de l'affaire, qui est à distinguer du cas du Sud-Vietnamien, le Secours Rouge et la commission d'enquête qui a été mise en place par lui décident de mener leur propre justice, leur propre instruction et de déposer publiquement les conclusions auxquelles ils arriveront. Et donc ce Sud-Vietnamien, pour en terminer, va être relâché, lui? Bien entendu, dès que la commission d'enquête aura abouti à des conclusions substantielles, et c'est en bonne voie, le Sud-Vietnamien sera relâché. Social, donc, 2,5 millions de fonctionnaires sont appelés à faire grève demain pour leur salaire. Il est difficile de prévoir dans quelle mesure cette grève sera suivie. Ce qu'on peut prévoir d'ores et déjà, c'est que, en gros, il faut s'attendre que l'école soit plus ou moins buissonnière, il y aura peu de cours, que les arrêts de travail soient nombreux dans les mairies, les hôpitaux, la sécurité sociale, que le ramassage des ordures ménagères soit compromis, que le courrier ne soit pas acheminé. Deux informations de politique française. La première concerne la réforme communale. Vous savez que le débat se poursuit à l'Assemblée nationale et le débat d'hier a montré que les frontières entre la majorité et l'opposition sont quelque peu mouvantes lorsqu'on touche aux cellules de base de la vie politique. À plusieurs reprises, les voix d'une partie de la majorité se sont unies à celles de l'opposition. Il est certain que derrière le problème technique se profilent les préoccupations relatives à l'implantation des formations politiques et à leur représentation, notamment au Sénat. Cette méfiance a mis en échec le gouvernement sur deux points importants. Contre l'avis de M. Marcellin, les députés ont voté premièrement la possibilité par les conseils généraux de consulter par référendum en cas de désaccord les populations intéressées. Le projet n'accorderait ce privilège qu'aux conseils municipaux et aux préfets. Et deuxièmement, la possibilité de recourir par décret au Conseil d'État pour fusionner ou regrouper les communes a été repoussé. Ce projet a été repoussé à main levée. M. Marcellin a indiqué qu'il demanderait aux députés de revenir sur ces décisions. Les sénateurs auront sans doute eu entre-temps l'occasion de se prononcer. Autre chose, c'est aujourd'hui à 15h30 à l'hôtel Matignon que le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, tiendra une conférence de presse. Il sera entouré de messieurs Guichard et Fontanet, respectivement ministres de l'Éducation nationale et du Travail, pour présenter 4 projets de loi sur la formation professionnelle qui réorganisent l'apprentissage et l'enseignement technologique et veulent également donner à tout salarié la possibilité d'accéder à la formation permanente. Je vous rappelle que sur ce thème, le Premier ministre répondra ce soir à Pierre Desgroupes au cours d'un entretien qui sera diffusé par les 2 chaînes de télévision, à 19h45 par Information Première, à 20h par 24 heures sur la 2. Autre chose encore qu'il faut que je vous signale pour terminer, aujourd'hui commencent les premières épreuves du baccalauréat. Ce sont les techniciens, c'est-à-dire les élèves qui ont choisi le bac G, qui ouvrent le feu, par les épreuves orales. L'écrit aura lieu les 15, 16 et 17 juin, mais les intéressés le savent bien. C'est parce que cet avion que vous voyez derrière moi, le STS américain, ne doit plus être construit en principe que les Américains s'intéressent, vous le savez, si particulièrement à l'avion Concorde. Le président Nixon a envoyé à Paris M. Barry Goldwater, qui ne fut pas seulement candidat à la présidence des États-Unis, mais qui est aussi un expert en matière d'aéronautique. Il fera partie des passagers de marque, dont les présidents de 5 grandes compagnies aériennes qui voleront demain à 11h sur Concorde au-dessus de la Manche et de l'Atlantique. M. Goldwater a donné ce matin une conférence de presse à laquelle assistait Georges Leclerc. Je ne sais pas si nous avons Georges Leclerc en ligne. Nous aurons, oui, le Concorde ne s'est pas encore posé, il volait ce matin, me dit-on. Nous aurons donc cette conférence de presse au cours du journal, je pense. Et à propos de Concorde encore, Concorde est-il vendable? Ce sera là le thème du club de la presse de demain soir, qui se passera au Bourget, dans la carlingue de l'Airbus, et les invités du club seront messieurs Chaman et Ziegler. De l'étranger, une nouvelle qui nous est parvenue de bonne heure ce matin. Une bombe a fait explosion à la poste centrale de Lisbonne. Vous voyez ici les dégâts.
les liaisons téléphoniques et télégraphiques ont été coupées pendant 5 heures entre l'étranger et la capitale portugaise. L'attentat, eh bien, il a été revendiqué par l'ARA, Action révolutionnaire armée, une organisation de guérilla urbaine qui a revendiqué également une série d'attentats à la bombe à Lisbonne, dans la capitale portugaise, pendant ces derniers mois. La police, elle, affirme que c'est une conduite de gaz qui a explosé, du gaz qui aurait choisi d'exploser précisément quelques heures avant le commencement de la réunion des 15 de l'Alliance Atlantique à Lisbonne. Avant les sports, une première page bourse. Gérard Vidalanche, vous m'entendez ? Oui, très bien, Georges Walter. Oui, c'est, me dit-on, la reprise des négociations entre la Compagnie française des pétroles et les Algériens. Est-ce que vous avez l'impression que le climat est meilleur, que c'est la détente ? Vous me direz, c'est peut-être purement psychologique et que, comme ces conversations sont secrètes et que rien ne transpire, il est difficile d'anticiper sur l'issue de ces conversations. Il semble bien tout de même qu'il y ait un léger mieux en ce qui concerne les négociations entre la Française des pétroles et la Sonatrach, l'entreprise nationale algérienne. La Française des pétroles aujourd'hui du reste a monté et assez sensiblement, efface donc la baisse des séances précédentes et remarquez tout de suite la hausse de Rhône Poulenc qui enfin se ressaisit. Cette valeur avait baissé de 7% en 2 séances. Personne ne s'expliquait cette chute d'une valeur aussi importante. 25 milliards d'anciens francs qui s'étaient volatilisés en quelque sorte dans la nature, avec simplement 18 500 actions échangées, ce qui c'est vous dire que c'était vraiment tout à fait artificiel et exceptionnel. Enfin, aujourd'hui, on se redresse. En ce qui concerne donc les conversations franco-algériennes, eh bien, on pense qu'il devrait y avoir une amélioration en ce qui concerne les rapports, encore une fois, Française des pétroles et gouvernement algérien sur les 2 points, indemnisation et possibilité donc de continuer les opérations en étant minoritaire, puisque le gouvernement algérien a donc pris la majorité des actifs des exploitations françaises. La Française des pétroles est habituée à vivre dangereusement, c'est un groupe multinational, il est donc peut-être plus facile de dialoguer avec elle. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les valeurs françaises se redressent, tant mieux, alors que le marché de l'or baisse. Le lingot est très exactement à 7240 contre 7255. Georges Walter, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les sports. Donc, Patrick Chapuis, l'équipe de football Ajax, qui, contrairement à ce que peuvent croire ceux qui ont fait leurs humanités, n'est pas l'équipe grecque, mais l'équipe hollandaise, a donc battu les Grecs de Panathinaikos, c'est difficile à prononcer en Coupe d'Europe, mais vous savez, il y a toutes sortes de confusions culturelles, n'est-ce pas? Il y a bien des gens qui prennent les Hollandais pour les descendants des Vikings. Je voudrais me permettre de citer cette phrase que j'ai beaucoup aimée dans notre confrère L'Équipe ce matin, n'est-ce pas, qui dans son enthousiasme écrit « À la technique impeccable, au jeu direct des Hollandais, répondaient les Reds de Panathinaikos, dont les joueurs, bien que grecs, évoluaient comme des Latins devant les descendants des Vikings. » C'est assez beau. Vous savez, ça c'est une de ces belles phrases qu'on peut écrire dans le feu de l'action. Tant pis si les Hollandais se retrouvent dans les pays scandinaves, pour une fois, ça n'est peut-être pas trop grave. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons vécu une très très belle soirée de football devant nos écrans de télévision. Vous l'avez dit, Georges Walter, l'Ajax d'Amsterdam a battu Panathinaikos par 2-0. Je vous propose de revoir maintenant les 2 buts d'hier soir, 2 buts extrêmement différents l'un de l'autre, puisque le premier a été marqué d'une façon très très limpide, d'une façon très simple, alors que le second, lui, a été beaucoup plus douteux. Nous allons voir maintenant ce premier but. À la 5e minute, c'est l'arrière Surbier qui l'amène, passe à Kaiser, le numéro 11, qui dribble, centre pour la tête de Van Dijk, et c'est le but, le gardien grec est sans réaction. Ce gardien qui a pourtant sauvé son but très souvent au cours de ce match, mais qui cette fois n'a rien pu faire. Nous allons revoir ce but au ralenti, c'est un très beau but, passe de Surbier, Kaiser reçoit la balle, slalom de Kaiser maintenant, et la tête de Van Dijk qui propulse la balle hors de portée du gardien. 1-0 pour Ajax. Ensuite, les Grecs, parfois dangereux, ne réussiront jamais à marquer. Et les Hollandais vont marquer un 2e but. Le voici. À la 87e minute, la balle parvient à Johan Cruyff. Et c'est là que l'action devient très dangereuse. Regardez, une petite passe maintenant sur la droite à Anne qui va tirer le pied de Kapchis
à détourner le ballon. C'est un Grec qui a donc marqué contre son camp. La finale est terminée pour les Grecs. Embrassade, accolade chez les joueurs d'Ajax, les vainqueurs qui forment de leur joie une sorte de mêlée de rugby. Dans les tribunes, les supporters s'accordent une gorgée de genièvre, histoire de s'éclaircir un peu la voix. Nous allons revoir maintenant ce but au ralenti. Johan Cruyff, toujours très subtil, passe en or à Harihan, et c'est le tir du droit, le pied gauche de l'arrière-grec Kaksis a laissé son gardien désemparé. Ajax d'Amsterdam a donc remporté la Coupe d'Europe. L'année dernière, c'était un autre club hollandais, celui de Feyenoord. Les 30 000 supporters hollandais venus à Londres ont fêté, comme il convient, cette victoire. Mais pour une quarantaine d'entre eux, la fête a bien failli mal se terminer. En effet, ils ont été victimes d'un accident d'avion. Voici l'avion qui s'est écrasé avec 40 supporters à son bord. Heureusement, il n'y a que 4 blessés dans cet avion. Dans le reste de l'actualité, 3 titres à retenir. Tout d'abord en cyclisme, Eddy Merckx a pris tout à l'heure le départ à Carcassonne du Midi Libre. Reportage en direct sur cette course entre 15h15 et 15h30 sur la première chaîne. En tennis, Barthès a été éliminé hier par Franulovic dans les internationaux de Roland-Garros, mais Patrick Proisy est le seul Français qualifié pour les quarts de finale. Cet après-midi à Roland-Garros, il joue un match très difficile contre le Tchèque Kodeš, tenant du titre. Là encore, reportage en direct sur cette manifestation, sur la première chaîne à partir de 14h. Athlétisme, il y avait hier soir à Saint-Maur la première nocturne de la saison d'athlétisme. On n'a pas retrouvé, certes, l'ambiance des grandes soirées de Saint-Maur, avec les records de Michel Jazy, mais il y avait quand même beaucoup d'électricité dans l'air hier soir. En effet, Jean Vadou, qui est recordman d'Europe du 1500 mètres, s'attaquait au record du 10 km, mais au bout de 7 km, il s'est arrêté, l'air furieux. Que s'était-il passé? Alain Billouin répond à cette question. Il assistait hier soir au meeting de Saint-Maur. L'air était limpide, la soirée douce hier soir à Saint-Maur et dans ce petit temple du demi-fond où Jazy battit tant de records, on pouvait penser que Jean Vadou mettrait à mal lui aussi un record de France, celui du 10 000 mètres. Jusqu'au 3e kilomètre, tout allait fort bien pour le Racingman, emmené par Oliak. Il était dans les temps du record de Jourdan, 8 minutes 34 secondes, 7 dixièmes au 3000 mètres. L'aventure pourtant devint incertaine dès le 5e kilomètre. Et au moment où Baird, d'un cri retentissant, projetait son poids à 19 mètres 48, le coup de théâtre se produisit. Vadou, derrière le pape, en tête au 7e kilomètre, s'écarte de la corde à gauche sur votre écran. Quelques mètres plus loin, il va monter sur la pelouse et jeter furieusement ses pointes. Noël Tijoux l'emportera. Vadou s'est plaint de douleur aux pieds. C'était, il est vrai, sa première incursion sur 10 000 mètres, une distance pour lui inhabituelle sur piste. Je crois que nous avons maintenant en ligne au Bourget Georges Leclerc et le retour de Concorde. À vous, Georges Leclerc. Je suis juste avec le ministre américain en direct sur l'antenne de Formation Première avec M. Chamand, ministre des Transports. Vous avez fait bon voyage, Monsieur le ministre? Have you good travel? Yes, had a fine travel. What do you think about the plane now? I think it's a fine plane. Fine plane. Do you allow to land this plane in States? We can't say whether we can allow it to land. They haven't finished testing it. They are still testing it. When they have finished testing it, they will apply. We will fail. Monsieur le ministre est en train d'expliquer qu'il ne peut pas encore dire s'il autorisera ou non l'atterrissage du Concorde aux USA, car évidemment, il faut faire tous les essais nécessaires. Monsieur le ministre, vous avez accompagné Monsieur Volpe dans son voyage. Qu'a-t-il dit pendant le voyage? Monsieur Volpe a été très impressionné, j'en suis sûr, par les qualités d'ensemble de l'appareil. Et bien entendu, cela ne veut pas préjuger la décision finale qui sera prise, mais de toute façon, j'ai bon espoir. Monsieur le ministre, vous avez accordé autorisation à Concorde d'aller à Dulles Airport l'année prochaine pour une exposition. Est-ce que Monsieur Volpe vous en a parlé? Non, pas encore, mais Monsieur Volpe est encore à Paris, nous allons nous revoir. Je l'espère. Au revoir. Monsieur Ziegler, vous êtes en direct sur l'antenne d'information première. Vous avez accompagné les ministres et Monsieur Goldwater pendant le voyage. Comment ont-ils réagi? Eh bien, je crois que eux et les présidents des grandes compagnies qui étaient à bord ont tous été très favorablement impressionnés. Leurs impressions, à vrai dire, recoupent celles de tous les membres de la presse, en particulier, qui avaient volé jusqu'ici et qui ont trouvé l'appareil extrêmement confortable. Avez-vous eu des options un peu plus confirmées, disons? Ah, ce n'est pas au cours d'un vol comme ça.
Oui, mais je suppose qu'avant de préparer un vol de ce genre, vous aviez sondé un peu vos interlocuteurs. Je crois que l'intérêt général pour le vol supersonique est maintenant une chose acquise. Merci, Monsieur le Président. Georges Walter, je vous rends l'antenne. Les personnalités américaines et françaises viennent de descendre du Concorde qui vient de faire un vol au-dessus de la Bretagne à Mach 2. Merci, excellente atmosphère en tout cas. Une dépêche vient de nous parvenir que je porte à votre connaissance. Il s'agit toujours de l'affaire de l'étudiant vietnamien enlevé à Grenoble. Et selon un communiqué mystérieux téléphoné par le mouvement Secours Rouge, dont vous avez vu à l'instant un représentant parler devant nos camarades de Grenoble, l'étudiant sud-vietnamien ne se trouverait plus à Grenoble. Il est actuellement, a affirmé le mystérieux correspondant, jugé par un tribunal populaire. Le correspondant est resté très laconique, se refusant à donner quelque indication que ce soit sur le lieu d'origine de sa communication. Il n'a pas donné non plus de précision sur la durée probable du procès en cours. C'est une affaire à suivre. Les caducées que vous voyez à côté de moi symbolisent la médecine de groupe. Sur 25 000 médecins généralistes en France, il y a en ce moment environ 5 000 médecins qui exercent en médecine de groupe. Il n'était qu'une centaine il y a 10 ans. Et il est probable que cette manière d'exercer la médecine va se répandre de plus en plus pour deux raisons. La première, les conditions de travail des généralistes sont de plus en plus difficiles, on l'a souvent vu. La deuxième, le gouvernement, en annexe à la proposition de convention médicale, a décidé d'encourager ces cabinets de groupe. Et pour vous montrer les avantages d'une telle conception de la médecine, Guy Sartoulet a choisi un exemple dans la région parisienne. C'est dans ces HLM d'Orly, au milieu d'une population qui considère le médecin non seulement comme le responsable de leur santé, mais aussi comme un soutien moral et un conseiller en tout genre, que 5 médecins de médecine générale ont décidé de réunir leurs compétences pour exercer en groupe. Avant de se réunir, ces 5 médecins travaillaient parfois 20 heures par jour. Ils se sont connus dans les escaliers des immeubles lors de leurs consultations nocturnes. C'est là que leur est venue l'idée de groupe qui devait leur permettre d'avoir une vie de famille. Madame, quelle était votre vie avant que votre mari ne travaille en médecine de groupe? Nos journées commençaient à 5 heures du matin et se terminaient à 1 heure. Vous dîniez à le lendemain, nous dînions très régulièrement entre minuit et 1 heure. Et maintenant? Maintenant, nous avons une vie plus normale. Nous dînons quand même relativement plus tôt, entre 9 et 10 heures le soir. Et vous n'êtes plus dérangé la nuit? Et nous ne sommes plus dérangés la nuit, bien sûr. C'est arrivé quand ça? Hier soir. Hier soir? Qu'est-ce qui est arrivé? Dans ce groupe, les médecins ont conservé leur clientèle. Ils travaillent de 9h à 20h, ils assurent à tour de rôle la permanence de nuit et de week-end. Quand l'un d'eux part en consultation, il y a toujours au centre médical des confrères pouvant intervenir en cas d'urgence. Ces conditions de travail leur donnent une tranquillité et une disponibilité d'esprit dont leurs patients bénéficient. Si vous avez à leur exposer des problèmes, même de leur parler, ils n'ont plus de temps de vous écouter, ils sont moins fatigués que les autres médecins. Mais cependant, vous avez, vous aussi, votre propre médecin. Oui, j'ai toujours le même médecin qui vient du groupe. Et quand il n'est pas disponible, eh bien à la rigueur, il y en a un autre qui peut le remplacer. Il le remplace très bien aussi bien. Et vous avez confiance? Très. Tout aussi confiance, c'est pareil. Il y avait un doute, enfin, à mon avis, il y avait un doute, et puis alors vous avez confirmé. Il n'y a pas un niveau là, non? Quelquefois, il se présente un cas difficile. La concertation entre médecins, la discussion sur un cas sont alors toujours possibles. Parfois même, le médecin fait appel à la compétence de l'un de ses confrères. Cela est pour lui une sécurité morale. C'est Michel qui m'avait dit. J'ai un cas récent d'un malade présentant des troubles neuropsychiatriques mettant en jeu son équilibre moral, son équilibre mental et l'équilibre familial. J'ai essayé de faire le maximum pour l'aider, mais malheureusement j'ai senti que ça n'accrochait pas. Et devant la gravité de la situation, j'ai dû faire appel à un de mes collègues du groupe qui avait peut-être une personnalité correspondant plus à ce qu'attendait le malade. Et ça a très bien marché, puisque le malade, qui refusait par mes soins de se laisser hospitaliser, a accepté avec mon camarade, et actuellement tout va très bien. Mais la médecine de groupe cherche ses lois, essaie de déterminer les principes qui lui permettront de se rationaliser. L'un des 5 médecins se passionne pour cette expérience et passe bien souvent ses heures de liberté à tracer des courbes et à confectionner des graphiques.
Toutes ces courbes servent à connaître l'évolution du groupe et savoir, compte tenu des besoins de la clientèle, si il faut envisager de prendre quelqu'un de nouveau, un autre médecin, ou bien au contraire s'en abstenir à un moment donné. Bonjour madame. Pouvez-vous me donner un rendez-vous pour vendredi prochain, s'il vous plaît? Oui, mais à quel moment votre... Toute cette organisation est basée sur un excellent secrétariat dont les frais sont partagés entre tous les médecins. 3 assistantes reçoivent les malades, répondent au téléphone, mettent à jour les dossiers médicaux et les tiennent à la disposition des médecins lors des consultations. Vous avez vos propres clients, mais comment cela se passe pour la répartition des honoraires? Quant à nous, nous avons jugé préférable de partager les honoraires, et de même que nous partageons intégralement les frais. En part égale? À part égale, oui. Et si l'un de vous travaille moins qu'un autre, ou que l'un de vous préfère aller à la pêche à la ligne? C'est selon la conception qu'on a du groupe, c'est-à-dire tout repose sur une amitié, une confiance réciproque et mutuelle qui ne s'est jamais démentie jusqu'à présent. Et vous êtes un groupe d'amis? Absolument, et c'est comme ça que le groupe s'est constitué, et c'est comme ça, je pense, qu'il va évoluer. Est-ce que vous avez des moyens légaux qui vous permettent de renvoyer l'un des médecins? Écoutez, je pense que le problème ne se posera jamais, mais comme le disait Maurice, notre système de groupe actuel est fondé sur l'amitié, sur la confiance réciproque, sur le respect de la déontologie, et je ne pense pas qu'on n'en arrive jamais à une telle extrémité. Ces 5 médecins vont dans ces nouveaux bâtiments étendre leur expérience en travaillant en collaboration avec des spécialistes comme des radiologues, des cardiologues et des gynécologues. Notre deuxième page de bourse, Gérard Vidalanche. Oui, on dit que les valeurs françaises se replient. Est-ce que la bourse de Paris redeviendrait morose? Eh bien, on pouvait le craindre. Non, puisqu'il y a eu ce réveil vers 13h moins 10. J'étais en séance, ça a été très sensible, un petit peu comme une girouette qui tourne avec le vent. Eh bien, les valeurs françaises se sont redressées. Il y a du reste maintenant un indice de 13 heures, c'est son titre, un indice calculé scientifiquement qui donne donc dès les premiers cours un indice qui porte sur 20 très grandes sociétés. Eh bien, cet indice est en très léger repli, mais il semble bien qu'en tous les cas, maintenant, la reprise, ou au moins le redressement, se confirme. Voici tout de suite le cours de la norvégienne de l'azote qui vous montre précisément une hausse assez spectaculaire, 755 hier, et bien aujourd'hui 792, c'est toujours le pétrole dans la mer du Nord, c'est vraiment une valeur très sémillante. Du côté des affaires d'alimentation, d'ocre et moi, il y en a sur ce tableau quelques-unes, eh bien on constate depuis quelque temps une forte hausse, très exactement depuis le début de l'année. Ce sont toutes ces affaires qui ont des succursales en province et qui ont créé des supermarchés, des hypermarchés, eh bien évidemment qui profitent d'un courant commercial extrêmement puissant. Ce sont des valeurs qui ont monté comme Guyenne-Gascogne, Casino, Economa du Centre, Carrefour, Viniprix, Comptoir Moderne, de 20 à 60% depuis le début de l'année. Voici tout de même des baisses, LMT, Lyonnaise des Eaux encore elle, qui a donc effacé une grande partie de sa forte hausse de la semaine dernière, tandis que les Allemandes se redressent légèrement comme BASF, c'est-à-dire Badischet, Anilin. Il y a eu des décisions en Allemagne assez importantes de la Bundesbank, de la Banque centrale, qui vient confirmer la volonté du gouvernement allemand de ne pas faire jouer la spéculation contre le mark. Les réserves des banques ont été augmentées, si bien que l'abondance des capitaux, en quelque sorte, est maintenant freinée en Allemagne. Il y a eu un gel de 5 milliards de Deutschmark dans les banques qui permet donc au gouvernement allemand de surveiller, de freiner cette spéculation contre le mark. Ici, Petrofina, comme la norvégienne de l'azote, bénéficie de plusieurs cours. Vous voyez qu'on a pratiquement rejoint le cours de la veille, 516, tandis que les pétroles d'Aquitaine également connaissent une hausse en séance, 616, vous voyez que le premier cours était en baisse, 615 contre 616 la veille, ceci est un bon cours. Paris-France également se redresse, 273 donc contre 266, nous verrons que le printemps a également monté.
Je vous signale qu'il y a eu une offre publique d'achat annoncée officiellement aujourd'hui. C'est une OPA qui est faite sur Gorcy. Gorcy, qui est une société qui contrôle une autre société, le Saône. Eh bien, c'est la Banque de Paris qui a fait cette OPA. Et je crois que c'est intéressant à souligner que le cours qui est offert aux actionnaires pour abandonner leur titre est de 130 francs, alors que les actions, au début de l'année, valaient 60 francs. Comme quoi, il y a des valeurs dépréciées à la Bourse de Paris. Vous voyez que Michelin a tout de même baissé, comme quoi il n'y a pas un redressement généralisé. Mais voici tout de suite le cours de Rhône-Poulain qui a encore monté en séance, puisque tout à l'heure, je vous avais donné le cours de 217, et bien on est à 220 francs. Française des pétroles, en revanche, inchangé à 193,80. Vous voyez que tous les cours défilent assez rapidement. Les transactions, bien entendu, sont un petit peu moins nourries. Péchinet est en baisse. Là, c'est paradoxal, car aux États-Unis, le grand producteur américain, Alcoa, d'aluminium, a annoncé une augmentation de son prix d'aluminium de 6%. Et il est vraisemblable que Péchinet sera amené à profiter de cette hausse aux États-Unis, puisqu'il y a une filiale très importante, et également en Europe, où Péchinet est le premier producteur européen d'aluminium. Donc une bonne séance tout de même et un réveil en ce qui concerne les valeurs françaises. Le lingot, légère baisse, 7240 contre 7255, donc 15 francs de moins, tandis que le Napoléon se redresse, donc deux mouvements divergents, 60 francs 40 contre 59 francs 90. À vous, Georges Walter. Merci Gérard Vidalange. Notre journal est terminé, il fait chaud à Paris, plus de 25 degrés, me dit-on, et je vous rappelle enfin que le journal de 19h45 commencera ce soir par un entretien au cours duquel le Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, répondra aux questions de Pierre Desgroupes et que cet entretien sera diffusé sur les deux chaînes, la première et la deuxième, sur la deuxième à 20h. Je vous remercie. Au revoir.